Salut tout le monde, Jean-François Amann de Kayak Junkie. Je me trouve à Celina, au Tennessee, aux abords de la rivière Oby. Aujourd'hui, on va faire une incursion dans le monde des pack rafts. On va parler plus particulièrement du NRS Pulsar. Qu'est-ce qu'un pack raft? C'est une embarcation gonflable, légère, pliable, qui peut se ranger dans un endroit restreint. Ça va être donc l'embarcation de choix pour les gens qui aiment bien les aventures sur terre et sur l'eau. Donc, on va retrouver dans ça des gens qui vont faire des treks, donc des marches en sentier, qui vont rencontrer une rivière et vont tout simplement dérouler leur pack raft de leur sac à dos et faire une randonnée sur la rivière pour continuer leur excursion à la marche par la suite. On va voir aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas revenir au point A. Donc, souvent, on est confronté, on a un plan d'eau, on veut descendre le plan d'eau, mais remonter, ce serait difficile, soit parce qu'il y a un peu trop de courant ou parce qu'on préfère vraiment juste descendre le courant. Alors, dans ce cas-ci, le pack raft est aussi très vraiment désigné. On va pouvoir descendre la rivière. Rendu à la fin de notre excursion sur l'eau, on va dégonfler le pack raft, on va le rouler, le rentrer facilement dans un sac à dos ou l'attacher après un vélo et on va revenir au point à notre point de départ en marchant ou à vélo, tout simplement, en n'ayant pas une grosse embarcation lourde à transporter. Si on s'attarde un petit peu plus maintenant à la nouvelle série de la compagnie NRS, donc on va retrouver 4 modèles, donc le Neutron, le Pulsar, ensuite le Aster et le Ruffles. Le dernier étant un modèle qui est offert seulement en une seule grandeur, c'est le pack raft qui va être utilisé pour la pêche, parce que oui, ça peut être une utilité pour les pêcheurs. Les 3 autres modèles sont offerts en 2 grandeurs, donc le modèle standard, cette grandeur-ci, qui est 7 pieds et demi, 90 pouces. Et on a aussi la grandeur XL, on va être à 96 pouces, donc 8 pieds. Pour ce qui est de la largeur, on est à 37 pouces de large pour le petit et 39 pouces pour le plus grand. Au niveau des poids, on est à 6,1 livres pour le Aster standard et le plus lourd, c'est le Neutron XL à 11,8 livres. Donc, on peut voir que c'est des poids qui sont extrêmement légers. C'est sûr que ça va faire des embarcations un petit peu moins résistantes, plus ils sont légères, plus ils sont pesantes, plus ils vont être résistants, c'est normal. Mais ça vous démontre à quel point c'est des embarcations qui sont transportables facilement. Donc, le modèle Neutron, c'est le plus lourd. C'est lui qui est fait en matériel plus épais. Donc, on va parler de 420 deniers pour le tube et le fond, donc la toile qui va faire le fond. On parle pas du matelas ici, là, du fond gonflable, mais vraiment la toile en dessous de ce matelas gonflable-là. Donc, le modèle Neutron, on est à 840 deniers. Et si on prend le Pulsar qu'on a ici sous les yeux, c'est un modèle qui va être un petit peu moins eau vive que le Neutron. Premièrement, il est plus mince un peu, mais
par le fait même plus léger. Donc, on est à 210 deniers pour le tube et on est à 420 pour le fond. Donc, c'est sûr, un petit peu moins résistant, mais on est à 8,5 livres seulement, alors que celui d'eau vive, on est à 11,8. Donc, on sauve un petit peu au niveau du poids. Il existe aussi le modèle Aster. Le modèle Aster, c'est vraiment pour les gens qui vont faire beaucoup de randonnées à pied. Ils veulent vraiment quelque chose d'extrêmement compact, extrêmement léger. C'est celui qu'on est à 6,1 livres. On va être le tube est à 70 deniers seulement et le fond est à 210 deniers. Donc, c'est sûr que ça va être un petit peu plus fragile, mais beaucoup plus compact, encore plus compact du moins. Donc, tous les modèles de Packraft chez NRS sont en matériel de nylon sans PVC et ils vont être TPU coated qu'on appelle, donc c'est-à-dire un thermoplastique, une membrane thermoplastique qui est sur l'extérieur et une membrane thermoplastique qui est à l'intérieur aussi. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça double imperméabilise et au niveau de l'eau et de l'air, pour les fuites d'eau et les fuites d'air, des deux côtés. Il y a beaucoup de compagnies qui vont imperméabiliser seulement qu'une des surfaces, l'extérieur. Ce qui fait que si on a une abrasion qui est assez profonde, qui abîmerait la membrane polyuréthane, ça créerait une fuite d'air à ce moment-là. Donc, on aurait un Packraft qui se dégonflerait. Si on a une membrane intérieure et extérieure, bien naturellement, si la membrane extérieure est abîmée, la membrane intérieure va venir pallier à la problématique et on n'aura pas de fuite. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un objet qui perce les deux parois en même temps pour avoir une fuite. Fait intéressant aussi pour la construction. Toutes les coutures ici, les joints, sont soudés. Contrairement encore à la compétition, qui vont être pour la plupart collés avec un tape par-dessus pour terminer le joint. Dans ce cas-ci, c'est vraiment les deux membranes, les deux morceaux de nylon qui sont soudés ensemble, ce qui fait une finition beaucoup plus jolie. On n'a pas le tape par-dessus et beaucoup plus durable, qui n'est pas non plus affecté par la chaleur. La colle, souvent, si on expose à une chaleur plus intense, peut devenir un petit peu plus molle et pouvoir se décoller. Une autre partie un peu différente de la plupart des autres Packraft, c'est la présence de cette grande fermeture éclair ici. Donc, c'est une fermeture éclair qui est étanche à l'eau et à l'air. Donc, une fois fermée, notre Packraft est complètement étanche. Et si je l'ouvre, bon, c'est sûr qu'il va se dégonfler, mais par contre, je peux en profiter pour mettre du matériel à l'intérieur et je refermerai mon fermeture éclair pour gonfler mon Packraft par la suite. Donc, ça me ferait moins de matériel à transporter sur le pont. On voit d'ailleurs à l'intérieur, ici et ici, on a deux petits ancrages pour pouvoir là, accrocher notre matériel si on veut pas qu'il se promène. Si on fait un petit peu d'eau vive, c'est sûr que ça peut tanguer et valser. Donc, pour pas que le matériel se promène, on a des ancrages internes. Ensuite, on a 4 ancrages ici à l'extérieur, comme ça, à laquelle on peut accrocher notre matériel. On peut se faire aussi une genre de ligne de vie. Moi, j'avais utilisé la sangle de transport. De toute façon, il faut la mettre en quelque part, cette sangle-là. Donc, j'ai fait ici une attache pour pouvoir attacher mon matériel plus facilement.
Dans le cas du Pulsar, étant donné que c'est un modèle un peu plus touring, on retrouve un dossier gonflable avec le pont, le fond ici qui est gonflable aussi, en réalité c'est la même chambre. Très confortable. C'est sûr que le modèle d'eau vive, le Neutron, va avoir un vrai dossier à bande, plus facilement ajustable et qui va offrir plus de soutien si on a des manœuvres un petit peu plus compliquées. C'est sûr que ça, c'est confortable, mais c'est un petit peu moins réactif pour diriger l'embarcation. Encore le modèle Neutron d'eau vive, on va avoir 2 sangles de chaque côté ici pour ce qu'on appelle des cale-cuisses, donc pour avoir un contrôle sur l'embarcation, premièrement pour ne pas être éjecté de l'embarcation dans des vagues un petit peu plus robustes, mais aussi pour pouvoir essayer de diriger un petit peu plus le packraft. Donc, c'est le seul le Neutron qui va avoir cet équipement-là. Toutes les autres n'auront pas de cale-cuisse. Et il n'y a pas d'ancrage non plus si on veut acheter des cale-cuisses par après. On pourrait toujours coller des ancrages nous-mêmes par la suite, ça c'est certain. Dans la boîte, on va retrouver le sac pour gonfler le packraft. Au départ, j'avais des gros doutes. Je pensais que c'était pour être extrêmement long à gonfler avec ce sac-là. Donc, parce qu'il y a un sac et une paille. Finalement, j'ai fait un test sans... Bon, c'est sûr que la première fois que je l'ai gonflé, j'ai un petit peu galéré, à savoir valve ouverte, valve fermée, comment on roule le sac, comment ça fonctionne un peu. Mais dès le deuxième coup, je me suis chronométré 8 minutes 42. J'ai gonflé le raft au complet et sans aucunement me dépêcher. Là. Je suis vraiment au rythme vacances. J'ai gonflé le raft, le packraft avec le sac et on termine avec la paille parce que j'imagine, c'est une certaine protection parce qu'il y a 1,5 livre de pression qui peut rentrer à l'intérieur, ce qui est pas beaucoup, mais c'est toujours le cas dans les packrafts. Faut être capable de gonfler avec un matériel minimal. Donc, la paille ici va venir terminer le travail pour l'amener le plus près possible de 1,5 livre de pression d'air à l'intérieur. Au niveau des fonds, le seul modèle chez NRS qui va être un peu différent, c'est le Aster, le modèle plus récréatif pour le plus léger de tous les modèles. Tous les autres vont avoir un fond autovidant. Qu'est-ce qu'un fond autovidant? C'est une toile qui effectue le rôle du fond, à laquelle on a fait des trous pour que l'eau qui aurait passé par-dessus bord puisse retourner au lac. Cet effet de retour vers le lac va être optimisé par un fond, le matelas, il y a le fond ici qui est la toile complètement extérieure, et à l'intérieur, on a une épaisseur gonflée qui se trouve être un double fond. Donc, cette partie gonflée-là, si vraiment on se retrouve avec beaucoup d'eau, cette partie gonflée-là va chercher à flotter et la toile de l'extérieur, elle va être comme compressée à ce moment-là sur la partie qui veut flotter et l'eau par pression positive va être éjectée par les trous autovidants. Donc, c'est le processus pour faire fonctionner le système autovidant. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que on a toujours un peu d'eau quand même. Donc, oui, l'eau va s'évacuer, mais on a toujours un petit peu d'eau. Comme je m'y attendais, on a le derrière mouillé. Donc, l'expression « les fesses dans l'eau »,
ça s'applique vraiment bien. C'est sûr qu'on va toujours avoir les fesses dans l'eau. D'autant plus que c'est des packrafts qui ont 1,5 livres de pression seulement à l'intérieur, mais c'est sûr que quand on s'assoit, ça retrousse un petit peu, on se ramasse avec les fesses un petit peu plus bas. Donc, c'est sûr que l'eau qui s'est accumulée s'en va là immédiatement et on a les fesses dans l'eau. Et un autre inconvénient aussi, c'est que si on cherche à prendre un peu de vitesse, si on veut aller un petit peu plus vite, à ce moment-là, ces trous-là deviennent comme un frein. Ils vont capter l'eau et on va avoir comme une quantité d'eau qui veut entrer dans le packraft pendant un instant avant que le plancher fasse son travail pour le réexpulser. Habituellement, c'est qu'on réalise qu'on n'avance plus de toute façon, donc on va arrêter de pagayer puis l'eau va s'évacuer. Ça prend aussi quand même un certain temps si on est en eau vive, puis qu'il y a une grosse vague qui rentre dans le par-dessus bord. Ben c'est sûr qu'il y a un certain moment où l'embarcation va devenir beaucoup plus lourde et ça va être un petit peu plus difficile de contrôler le bateau. Mais au moins il va se vider. Si j'avais pas eu le système auto-vidant, le packraft serait devenu lourd et serait resté lourd jusqu'à la fin du rapide, jusqu'à ce que je le vide. Donc, c'est un peu pour ça que les modèles, souvent qui sont plus touring ou récréatifs, n'auront pas de système auto-vidant. Et les modèles qui s'adressent un petit peu à une clientèle un petit peu plus sportive vont offrir là, cette possibilité-là, ou du moins vont être équipés de ce système-là. On a beaucoup parlé des avantages des packrafts. Chaque avantage, par contre, vient avec son lot d'inconvénients. Malheureusement, on vit dans un monde de compromis. Si je maximise une caractéristique, c'est nécessairement au détriment d'une autre caractéristique. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je dis qu'il n'y a pas de mauvaise embarcation. Il y a seulement des mauvais choix ou des mauvais matchs entre une embarcation et son propriétaire. Donc, quels seraient les points négatifs? Premièrement, la lenteur. C'est certain que c'est un packraft, faut s'y attendre, c'est extrêmement lent. Donc, c'est sûr qu'une embarcation de 7 pieds et demi, voire 8 pieds par 37 ou 39 pouces de large, c'est très court, très large, donc c'est très lent. C'est sûr qu'on est loin de la flèche du kayak de mer qui va fendre l'eau avec quelques coups de pagaie qui vont glisser. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pas ça. Ensuite aussi, le fait qu'on a seulement qu'une livre et demie va être rapide à gonfler, mais c'est sûr qu'il reste toujours un petit peu mollasson. Donc, quand on va avancer, il va toujours se créer une petite ondulation, ne serait-ce que microscopique. Et ces ondulations-là sont des freins à la vitesse. Et encore là, j'entends des gens dire « Oui, la vitesse, mais je veux pas faire de compétition. » Je l'ai tant entendu, cette phrase-là. Faut comprendre que la vitesse dans le monde des canots, kayaks, SUP, packraft, la vitesse, c'est pas pour aller à une vitesse X, en réalité, c'est l'énergie qu'on doit déployer pour avancer à la vitesse qu'on veut. Donc, plus j'ai une embarcation lente, plus je vais devoir travailler fort pour avancer à la vitesse que je veux et pour le temps désiré aussi. Si je pars pour 2 heures de temps avec une embarcation assez lente, c'est moindre mal. Mais si je pars pour 3 jours, puis je vais pagayer 7 à 10 heures par jour avec une embarcation très lente, ben c'est sûr que le soir venu, je risque d'être dans les premiers couchés parce que je vais être assez fatigué, merci. Donc, c'est pour ça que si on part pour des plus longues randonnées, on va prendre un kayak plus long et plus étroit.
Encore là, c'est pas vraiment le but d'un pack raft parce que c'est assez lent comme kayak, effectivement. Ensuite de ça, la direction de l'embarcation. La direction, le fait de conserver cette direction, c'est pas si facile avec un pack raft. C'est sûr, encore là, par 7 pieds et demi, 8 pieds de long, avec un fond plat, sans aucun aileron, sans aucun gouvernail ou rien du tout là, pour l'aider dans son tracking. C'est sûr que c'est une embarcation qui va s'en aller comme ça. Donc, de gauche à droite, il faut avoir quand même un bon coup de pagaie pour le garder en ligne droite. C'est très faisable, c'est très possible. Je l'ai pagayé toute la journée la semaine passée et ça a très bien été. Sauf que j'ai constaté, comme je m'y attendais, quand on donne un coup de pagaie, l'embarcation veut immédiatement aller du côté opposé. Donc, on va devoir donner des plus petits coups de pagaie en allant chercher l'eau très loin en avant et rapidement, on abandonne notre coup de pagaie et on passe de l'autre côté plus rapidement qu'avec une embarcation qui va conserver sa direction plus facilement. Si par le fait même, si je désire tourner, ça va être très facile. Je faisais une propulsion circulaire et l'embarcation a fait plus qu'un tour sur lui-même. Donc, si on veut tourner, c'est un avantage. Si on veut conserver notre direction, c'est un petit peu plus difficile. J'invite d'ailleurs tous ceux qui ont de la difficulté à aller droit avec n'importe quel kayak de vous inscrire dans une formation de kayak d'eau vive, de kayak de mer. C'est pas grave si c'est pas le but n'est pas d'aller dans l'eau vive ou en mer. Habituellement, le niveau 1 de ces formations-là va couvrir le coup de pagaie, entre autres, éviter de chavirer pour rien, quoi faire dans certaines situations, et votre coup de pagaie va devenir vraiment beaucoup plus efficace. Vous allez sauver de l'énergie en pagayant mieux. Donc, une petite formation, c'est toujours bon. C'est ce qui conclut la présentation du NRS Pulsar. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux le monde des pack rafts. D'ici là, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien!